Ils se sont tous gaussés du jardinier pauvre le jour même de son mariage, mais ce qui advint par la suite les laissa stupéfaits. Nul ne se doutait de sa véritable identité. Voici le récit de ce qui s'est passé. Chloé n'aurait jamais pu concevoir que son existence serait bouleversée de façon si brutale en l'espace d'une semaine. Installée dans le salon principal de la grande maison bourgeoise en Normandie, une bâtisse de caractère qui témoignait de l'ancienne splendeur de sa lignée, elle percevait les échos des voix angoissées de ses parents provenant du bureau. Le plancher centenaire gémissait sous les allées et venues incessantes de son père, Stéphane, tandis que sa mère, Valérie, tentait de réprimer des sanglots de désespoir. Chloé ferma les paupières, s'efforçant d'ignorer la cacophonie de leur ruine. Son père, un homme d'affaires autrefois influent, avait tout englouti dans des placements financiers désastreux. La demeure normande, les berlines allemandes alignées dans l'allée, les parures de famille transmises de génération en génération, tout allait être liquidé. Les larmes perlaient aux cils de sa mère alors qu'il parcourait une fois de plus les documents attestant de leur dette. 50 millions d'euros. Une somme vertigineuse, une dette abyssale qui anéantissait leur avenir. Chloé sentait une angoisse glaciale l'envahir, son univers privilégié, rythmé par les réceptions mondaines et une oisiveté dorée, s'effondrait irrémédiablement. Les rumeurs, aussi rapides que venimeuses, s'étaient déjà répandues dans toute la petite ville de province. La famille Leclerc, jadis citée en exemple pour sa richesse et son prestige, alimentait désormais toutes les conversations malveillantes. Les amis de Chloé, confidentes de ses joies et de ses peines, l'ignoraient désormais, ses messages restant sans réponse. Ses cousines, compagnes de jeu de son enfance, détournaient le regard et changeaient de direction pour l'éviter. La honte était une affliction permanente, un fardeau écrasant. Mais elle pressentait que le pire restait à venir. 3 jours s'écoulèrent dans une atmosphère pesante. C'est alors qu'un homme d'une élégance sobre, vêtu d'un costume impeccable, se présenta à leur porte. Il déclina son identité, il était le mandataire de M. Jean-Pierre, un magnate de l'industrie aussi puissant que discret, dont le nom seul suffisait à inspirer le respect et la crainte. L'homme était porteur d'une proposition, une offre qui fit se figer le sang dans les veines de Chloé. Monsieur Jean-Pierre se proposait de solder l'intégralité des dettes de la famille Leclerc. Il effacerait les 50 millions, préserverait leur patrimoine de la saisie et laverait leur honneur bafoué. Une lueur d'espoir presque insoutenable brilla dans les yeux de ses parents. Cependant, cette offre était assortie d'une condition, une clause monstrueuse qui changea l'espoir en horreur. Chloé devait se marier avec le neveu de Monsieur Jean-Pierre. Un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, dont elle ignorait jusqu'au nom. Sans discussion. Sans négociation. Stéphane et Valérie échangèrent un regard chargé d'une détresse muette. C'était leur seule porte de sortie. Ils donnèrent leur accord sans hésiter, sacrifiant leur unique enfant pour sauver les apparences. Chloé cria, pleura, implora, mais ses mots se heurtèrent à un mur d'indifférence. Sa révolte fut vaine. Le mariage était scellé. La cérémonie se tiendrait dans une semaine. L'avant-veille des noces, sous un ciel de plomb qui semblait pleurer avec elle, Chloé fit la connaissance de son futur mari. Lorsqu'elle ouvrit la massive porte d'entrée, elle demeura pétrifiée. Devant elle se tenait Léo, le jardinier du domaine. Cet homme même qui, au cours des 2 dernières années, avait entretenu les rosiers avec une délicatesse qui l'avait parfois intrigué. Il portait sa tenue de travail, un pantalon et une chemise modeste, ses mains couvertes de la terre du jardin. Chloé fit un pas en arrière, le souffle coupé par la stupeur. Sa mère, Valérie, manqua de défaillir. Son père, Stéphane, s'écria que c'était une plaisanterie odieuse, une ultime humiliation. Mais le représentant de M. Jean-Pierre, de son ton neutre, confirma qu'il n'y avait nulle méprise. Léo Dubois était bien le neveu désigné. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. De tous les hommes de la planète, on la contraignait à s'unir à leur jardinier. Des larmes incontrôlables, un torrent de rage et d'humiliation, dévalèrent ses joues. Léo la contempla avec une expression calme, empreinte d'une sorte de tristesse. « Je regrette que cela se passe ainsi, » murmura-t-il. « Mon intention n'a jamais été de te blesser. » Sur ces mots, il fit demi-tour et s'éloigna, la laissant anéantie. Le jour du mariage arriva avec une rapidité cruelle. La petite église de village en Provence, choisie pour sa tranquillité, était pleine à craquer. Toute la haute société locale s'était déplacée, non pour célébrer un amour naissant, mais pour se délecter de la déchéance des Leclerc. Chloé avança vers l'autel,
sa robe de mariée d'un blanc immaculé lui faisant l'effet d'un linceul. Elle sentait peser sur elle les regards apitoyés et les sourires narquois. Léo l'attendait, engoncé dans un costume manifestement trop grand pour lui, qui soulignait son apparente pauvreté. Les chuchotements emplissaient la nef, tel un essaim d'insectes malveillants. Ses cousines, menées par Manon, ne cachaient pas leur hilarité. Son ancien fiancé, Lucas, la dévisageait depuis le premier rang avec un mépris non dissimulé. Au cours de l'office, une voix s'éleva, suffisamment audible pour être entendue de tous. Quelle déchéance! La princesse qui épouse son jardinier. Un rire général et cruel parcourut l'assemblée. Chloé serra la mâchoire, mobilisant toute sa volonté pour ne pas éclater en sanglots. Le curé, mal à l'aise, accéléra la cérémonie. Au moment d'échanger les consentements, Lucas se mit debout et lança « Elle va finir dans une petite maisonnette de jardinier. » La pauvre Chloé! L'hilarité redoubla. Léo ferma les poings, mais son visage resta impassible. Chloé n'aspirait qu'à une chose, disparaître. Le prêtre les déclara mari et femme avec une précipitation évidente. Dehors, sur le parvis ensoleillé, les sarcasmes continuaient. Léo prit la main de Chloé. Sa paume était rugueuse mais chaude. « Viens. Rentrons à la maison. » Ils traversèrent le parking sous les railleries. Il va la ramener dans sa vieille Citroën 2CV. Un jardinier, ça n'a pas un sou. Mais en arrivant devant le véhicule, Chloé s'immobilisa, stupéfaite. Une Bentley noire rutilante, décorée de rubans de satin blanc, était garée là. Son pouce accéléra. Elle se tourna vers Léo, un point d'interrogation dans les yeux. Avec un sourire énigmatique, il lui ouvrit la portière. « Monte, mon épouse. » Chloé s'installa dans la Bentley, les mains moites. L'habitacle n'était que cuir clair et boiserie précieuse. Jamais elle n'avait été dans une voiture si luxueuse. Léo referma la portière sans un bruit et prit place au volant. Dehors, les invités étaient frappés de mutisme, les visages figés par la surprise. Lucas fit un pas en avant, mais la voiture s'ébranla déjà, glissant sur les graviers dans un silence feutré. Chloé observait le paysage défiler, son esprit en plein chaos. Elle finit par trouver la force de demander « D'où sort cette voiture ?» Léo, concentré sur la route, répondit d'une voix posée « Je l'ai louée. Uniquement pour aujourd'hui. Je voulais que tu aies un mariage spécial. » Chloé fut traversée par un sentiment partagé de soulagement et de déception. Elle avait un instant imaginé un secret incroyable, mais ce n'était qu'un artifice pour sauver la face. Elle laissa sa tête reposer contre l'appui tête en cuir. Il avait au moins eu cette délicatesse. Ils roulèrent longuement en silence. Chloé constata qu'il ne se dirigeait pas vers les quartiers modestes. Il prenait la route des hauteurs chics de la région, un secteur où se trouvaient les plus somptueuses villas. Son trouble ne faisait que croître. Léo s'engagea sur un chemin privé menant à des propriétés inaccessibles. « Où est-ce que tu nous emmènes ?» demanda-t-elle, la voix mal assurée. Léo esquissa un sourire. « À la maison. Je te l'ai dit. » Chloé s'apprêtait à exiger une explication quand la Bentley s'arrêta devant un portail monumental en fer forgé doré. Un agent de sécurité s'avança, reconnut Léo et le salua avec déférence. « Bienvenue, monsieur. Nous sommes ravis de vous revoir. » Il actionna l'ouverture des grilles sans plus de formalité. Le cœur de Chloé manqua un battement. « Monsieur ? Pourquoi cet homme l'appelait-il ainsi ?» Elle chercha le regard de Léo, qui se contenta de dire « Je fais quelques travaux ici de temps en temps. On me connaît. » L'explication était absurde, mais Chloé était trop sidérée pour argumenter. La voiture remonta une longue allée au milieu de jardins à la française impeccable. Des fontaines de marbre chantaient, des statues antiques les observaient passer. C'était un domaine royal. Au bout de l'allée, la voiture s'immobilisa devant un château, un vrai, qui éclipsait totalement la demeure normande de sa famille. Une construction de 3 niveaux, tout en pierre de taille, avec des colonnes ioniques et un escalier d'honneur majestueux. Chloé descendit de voiture, à garde. Sur le perron, tout le personnel du château était aligné. Dès que Léo mit pied à terre, ils s'inclinèrent en une seule et même révérence. « Bienvenue, monsieur et madame Dubois. » Chloé chancela. Dubois. Le nom du fameux magnate. Elle se tourna vers Léo,
les larmes et l'incompréhension embuant son regard. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi t'appelle-il Dubois? Léo prit sa main avec douceur. Viens, il faut que l'on parle. Je te dois la vérité. Il la fit entrer dans le château, situé dans la vallée de la Loire. Le hall était spectaculaire, avec un lustre de Murano, un sol en mosaïque et des tapisseries d'Aubusson. Il la mena à un petit salon dont les fenêtres donnaient sur des jardins illuminés à la française. Il l'invita à s'asseoir. Mon oncle n'a jamais eu de neveu, commença-t-il après un silence. C'est une histoire qu'il a inventée pour me préserver. En réalité, je suis son fils adoptif. Mes parents sont morts dans un accident quand j'étais enfant et il m'a recueilli. Mais mon père adoptif, Monsieur Jean-Pierre, est un homme d'une grande sagesse. Il craignait que je devienne un héritier arrogant et déconnecté de la réalité. Il a donc voulu que j'apprenne la valeur des choses par le travail. Il m'a placé comme jardinier chez tes parents il y a 2 ans. Il voulait que je comprenne ce qu'est l'humilité, l'effort, et que je puisse rencontrer des gens authentiques, qui ne seraient pas influencés par ma fortune. Chloé l'écoutait, sonnait. Les pièces du puzzle s'assemblaient de manière insensée. Léo poursuivit, ma famille possède en effet des moyens considérables. Ce château n'est qu'une de nos résidences, et nous dirigeons de nombreuses entreprises. Mais je tenais à ce que cela reste secret. Je voulais découvrir si une femme pouvait s'attacher à l'homme que je suis, et non au milliardaire que je représente. Avant que Chloé n'ait pu formuler une pensée, un maître d'hôtel entra d'un pas pressé, une chemise cartonnée à la main. Monsieur Léo, pardonnez mon intrusion, mais ceci arrive du siège. C'est une urgence absolue. Une décision doit être prise dans l'heure. Léo prit le dossier et son visage se durcit. Il se leva d'un bond. Je dois me rendre au bureau sur le champ. C'est capital. Chloé, je t'en prie, installe-toi. Nous reprendrons cette conversation demain. Il y a encore tant de choses que je dois t'expliquer. Et il disparut avant qu'elle ne puisse dire un mot. Chloé entendit le vrombissement d'un moteur qui s'éloignait. Elle se retrouva seule dans ce château irréel, servie par des inconnus qui l'appelaient Madame Dubois. Sa curiosité l'emporta sur sa fatigue. Elle se leva et explora les lieux. Elle finit par trouver une porte dérobée sur laquelle était gravée une plaque, « Bureau ». Une femme de chambre laissa tomber un trousseau de clés en passant. Chloé le ramassa et remarqua qu'une des clés portait la même inscription. Poussée par une force irrésistible, elle ouvrit la porte. Le bureau était sombre. Elle alluma la lumière et retint un cri. Les murs étaient recouverts de couvertures de magazines économiques encadrés. Le visage de Léo était sur chacune d'elles. Mais ce n'était pas son jardinier. C'était un homme d'affaires au regard perçant, en costume 3 pièces, posant aux côtés de dirigeants du monde entier. Les titres étaient sans équivoque, Léo Dubois, le prodige à la tête de Dubois Industries, l'Empire Dubois, comment il a bâti une fortune de 2 milliards d'euros. Chloé s'approcha, tremblante, d'un cadre montrant Léo en discussion avec le ministre de l'économie. L'article détaillait son parcours fulgurant. C'est alors que son téléphone vibra. C'était sa cousine Manon. Alors, Chloé, tu t'habitues à la vie de misère? Ta maisonnette est confortable? Chloé ne répondit pas. Son regard était rivé sur une autre couverture, celle de l'édition européenne de Forbes. Le titre, L'homme qui peut tout acheter. Le téléphone lui glissa des mains. Le choc du plastique sur le marbre fut le seul son dans le silence du bureau. Ses genoux se dérobèrent et elle s'effondra dans le grand fauteuil de bureau en cuir. Léo n'était pas seulement riche. Il était l'un des hommes les plus influents d'Europe. Et elle l'avait jugé. Tous l'avaient méprisé. Les larmes lui vinrent aux yeux en repensant aux humiliations du mariage. Elle passa le reste de la nuit dans ce bureau, à dévorer les articles sur cet inconnu qui était son mari. Quand elle entendit le bruit d'une voiture, l'aube pointait. Elle se précipita hors du bureau et l'intercepta dans le grand escalier. Il parut surpris. Sans lui laisser le temps de parler, elle explosa. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu caché la vérité? Pourquoi t'es-tu laissé humilier par tous ces gens? Pourquoi n'as-tu rien dit? Léo la regarda avec une infinie tristesse. J'avais besoin de savoir qui tu étais, Chloé. Ta famille m'a échangé contre de l'argent. À notre mariage, personne ne se souciait de nous, seulement des apparences.
Je devais savoir si tu étais comme eux, ou si tu pouvais voir au-delà du bleu de travail d'un jardinier. La honte submergea Chloé, mais la colère grondait encore. Et alors, qu'as-tu vu? Demanda-t-elle, la voix brisée. Il lui prit les mains. J'ai vu ta peine d'être marié de force, oui. Mais je n'ai jamais vu de méchanceté dans ton regard. Pas une seule moquerie. Juste de la peur et de la tristesse. Pour moi, cela prouvait que ton cœur était pur. Chloé fondit en larmes et se laissa aller dans ses bras. Pour la première fois depuis une éternité, elle se sentit en sécurité. Une fois calmée, Léo lui dit, « Demain, nous avons quelque chose à faire. Ta famille et tous ceux qui ont ri à nos dépens méritent une leçon. Tu es avec moi ?» Chloé repensa au rictus de Lucas, au gloussement de Manon. Elle releva la tête, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. « Oui. Je suis avec toi. » Le lendemain, ils se rendirent à la demeure familiale en Normandie. La vente aux enchères battait son plein. La famille et les amis étaient là, se chamaillant pour les derniers vestiges de leur gloire passée. L'arrivée de Léo, en costume sur mesure, flanqué de 2 assistants, provoqua un silence glacial. Lucas, bravache, lança, « Que viens-tu faire ici, le jardinier ?» Léo le toisa. Son avocat prit la parole, « Monsieur Léo Dubois vient de se porter acquéreur de ce domaine. Toutes les personnes présentes sont priées de libérer les lieux sous 24 heures. » Stéphane, le père de Chloé, blêmit. « Dubois. L'industriel. C'est donc vous ?» Léo acquiesça. « Oui. Et le jardinier pauvre que vous avez tous méprisé, c'était moi. Je voulais voir vos vrais visages. » Le test est un échec cuisant. Puis, méthodiquement, il régla ses comptes. Manon, sa cousine, était employée dans une filiale de Dubois Industries. Considérez que votre contrat est terminé. Lucas avait contracté un prêt important auprès d'une banque appartenant au groupe Dubois. Le remboursement intégral est exigé pour lundi. Sans quoi, mes avocats prendront le relais. Chaque personne qui les avait humiliés fut confrontée aux conséquences de ses actes. Ce ne fut pas une vengeance bruyante, mais une justice froide et implacable. Les parents de Chloé s'effondrèrent, implorant son pardon. Léo resta inflexible. « Je vous pardonne, par amour pour ma femme. Mais le moindre manque de respect envers elle à l'avenir signera la fin de toute relation entre nous. Chloé est ma priorité absolue. Vous la traiterez en reine, ou vous ne la reverrez plus. » Il prit la main de Chloé et quitta la maison, laissant derrière lui une assemblée médusée. Dans la Bentley qui les emmenait loin de tout ça, Chloé se tourna vers Léo et lui offrit son premier vrai sourire. Il le lui rendit. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Chloé. » 3 mois plus tard, lors d'un gala de bienfaisance, Chloé était radieuse dans une robe de grand couturier, parfaitement à l'aise au bras de son mari. Un journaliste s'approcha. « Madame Dubois, la question que tout le monde se pose, comment avez-vous su que votre mari était milliardaire ?» Chloé marqua une pause, puis répondit avec une sincérité désarmante, « Je l'ignorais. Je suis tombée amoureuse du jardinier qui parlait aux fleurs. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui m'a montré de la gentillesse quand j'étais au plus bas. L'argent n'est qu'un détail. Le véritable amour s'intéresse au cœur, pas au portefeuille. » Léo l'embrassa tendrement sous le crépitement des flashs. Leur histoire devint une légende moderne, un rappel que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, mais à la richesse de son âme. Car on ne sait jamais vraiment qui l'on a en face de soi, tant que l'on se contente de regarder avec les yeux.